Merci, merci d'être venu. Et si tu permets, on va se tutoyer. Bien sûr. Parce qu'on est entre nous, on n'est pas à la radio. Ce que tu viens de nous donner, c'est très sportif, hein, parce qu'il a fallu quand même rassembler des éléments très rapidement. Oui. Vous avez même eu des comédiens qui étaient pris hier soir à Barcelone, Newcastle, etc. Oui, ben en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on nous avait, quand on nous a annoncé le prix, normalement, on aurait dû vous présenter un spectacle au complet, tout ça, faire tout ça en bonne et due forme, mais évidemment, on l'a su très, très, très tard. Donc, et on a, pour la première fois, nos spectacles vont jouer en Russie. On joue à Moscou cet été, on a 4 de nos spectacles, et les 4 spectacles sont coffrés présentement, ils sont sur des bateaux, des avions, des cargos, ils sont en direction vers Moscou. Donc malheureusement, on ne pouvait pas vous présenter de spectacle. Alors on a essayé de glaner tous les petits numéros, puis on a essayé de faire quelque chose d'artisanal. Et il y a beaucoup de gens dans ce qu'on vous a présenté qui jouaient les rôles de d'autres comédiens, d'autres spectacles. Enfin, c'est une équipe assez courageuse. Et toi-même, tu as joué plusieurs rôles. Oui, moi j'ai joué plusieurs rôles que je ne fais pas normalement, c'est ça. Donc, oui. Et le décor de Lip Sync, il est dans l'Atlantique aussi, mais dans l'autre sens. Oui, c'est ça. On s'en va. Lip Sync va jouer à Montréal très bientôt, dans un mois. Donc là, tu étais aux Canaries, à Tenerife. Oui, c'est ça, à Tenerife, il y a quelques jours. Oui. Et puis Athènes, il y a 2 jours, et puis aujourd'hui ici. Oui. Est-ce que tu prends le temps de te reposer un peu? Pas vraiment. Ça a été un petit peu fou. Et puis, on a eu évidemment tous les problèmes d'avion et tout ça, parce que tous les participants, toute la compagnie et tout l'équipage et l'aéropage, j'oserais-je dire, qui suit notre compagnie, a eu toutes sortes de problèmes de connexion, de transfert et tout ça. Donc, tout le monde est arrivé à bon port à la dernière minute. Mais ça ressemble un petit peu à la vie trépidante d'Ex Machina. Et bien, alors, donc je voulais que tu me parles des spectacles qui sont en cours en ce moment. Donc, on a parlé de Lip Sync, on a parlé des 4 spectacles qui vont aller en tournée à Moscou, enfin en Russie. Oui, à Moscou. Moscou surtout l'été prochain, en juillet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en préparation? Il y a plein de choses. Il faut comprendre que Ex Machina est une compagnie qui est une compagnie principalement de création, c'est-à-dire qu'on fait à la fois des one-man shows, des spectacles solo, et on tourne en même temps des spectacles qui sont des spectacles de création collective, comme Lip Sync, qui est un spectacle, c'est une création avec 9 interprètes. Ce sont souvent des spectacles qui ont un très, très long souffle. On pense à la trilogie des dragons qui durait 6 heures, les 7 branches de la Riviera qui duraient 7 heures, et cette fois-ci, Lip Sync, dont on a vu quelques petits extraits ce soir, en fait, va être un spectacle qui, dans sa version finale, va durer 9 heures. Donc, ce sont de longs spectacles, ce sont de longs chantiers d'écriture. Tout ça s'écrit à long terme, sur plusieurs années. Et à travers ça, on fait de l'opéra. Parce que j'oserais dire que l'opéra est une vache à lait dans 2 sens. Dans le sens au premier niveau, c'est-à-dire qu'il y a à l'opéra les ressources pour nous aider à faire d'autres projets qui ne sont pas des projets lyriques, mais il y a aussi, si on veut, des occasions de ressourcement et d'apprentissage à l'opéra. On travaille avec de très, très grandes maisons d'opéra. À chaque année, on a un projet d'opéra. Ça nous permet de faire du répertoire, parce que j'ai abandonné un petit peu le répertoire théâtral pour me consacrer un petit peu plus au répertoire lyrique. Oui, mais quand tu dis on a des projets d'opéra, c'est pas seulement toi. C'est pas seulement moi. C'est qu'Ex Machina, tout projet qui n'est pas un projet d'Ex Machina doit obligatoirement être coproduit par Ex Machina. Alors, ça fait partie de l'entente que j'ai, non seulement avec ma compagnie, mais ça nous permet aussi de travailler à la manière d'Ex Machina, qui est une manière très particulière. Je ne présente pas le premier jour de répétition dans une grande maison d'opéra ou dans un grand théâtre national pour faire une mise en scène comme on fait à l'habitude. Plusieurs années d'avance, on contracte, on a un contrat, si on veut, avec une des grandes maisons, et eux nous donnent toute la production déléguée, si on veut. Donc nous, on prend tout le budget et on gère ça à Québec. Ah oui. Et tout se développe à Québec, où ce n'est pas syndiqué, où la main-d'œuvre est moins chère, où les matières premières sont abondantes. Donc, ça permet à ces grandes maisons d'opéra ou ces grandes maisons de répertoire d'en avoir 2 fois ou 3 fois plus pour leur argent. Nous, ça nous permet artistiquement de développer des spectacles à long terme. Alors, plutôt que d'avoir les traditionnelles 8 ou 10 semaines de répétition de développement, on peut développer des projets sur 3 ans.
évidemment, si on met toutes les semaines accumulées, au bout du compte, je dirais peut-être une vingtaine de semaines de travail, mais ça donne un spectacle, ça donne des spectacles, je pense, beaucoup plus matures, beaucoup plus réfléchis, où on peut prototyper, essayer des choses, explorer, ce qui est une chose à l'opéra qui est extrêmement difficile à faire à cause des grandes structures des maisons d'opéra. Donc, l'opéra que tu as monté à Bruxelles, au Théâtre de la Monnaie, le mois dernier. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines? Ouais. C'était quoi? J'ai monté le Rix Progress à la Monnaie. OK. Ça joue présentement à Bruxelles et la semaine prochaine, ça déménage à Lyon. Oui. C'est coproduit par le Théâtre Royal d'Espagne à Madrid. Ça va jouer à San Francisco, à Londres, à Covent Garden. Donc, ce qui arrive, c'est que, je ne veux pas paraître prétentieux, mais on s'empêche de comprendre beaucoup de choses si on ne dit pas ces choses-là, c'est que je me fais offrir beaucoup de choses et j'accepte quand tous ces offres convergent vers une seule offre. Et à ce moment-là, je me dis, bon, ben là, quand on fait ça, au moins, il y a les moyens, il y a les ressources de faire quelque chose à long terme. Donc, je reviens à cet opéra The Rix Progress, présenté à Bruxelles. Il a été conçu à Québec, travaillé à Québec. C'est ça. Il y a maintenant plus de 2 ans, dans la caserne, en fait, la caserne d'Alousie, qui est un lieu de création assez unique, qui est un petit peu, qui n'a pas l'envergure, disons, de la cartoucherie d'Ariane ou le Watermill de Bob Wilson, mais c'est un lieu qui a plus ou moins la même vocation. C'est un lieu qui n'est pas un lieu de représentation nécessairement, qui est un lieu de développement. C'est vraiment un laboratoire. Ça nous permet de faire les choses à notre rythme. Évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que tous nos projets soient coproduits par beaucoup de gens, par beaucoup de festivals, par beaucoup de maisons d'opéra, Alors évidemment, il faut magasiner tous ces gens-là, il faut intéresser tous ces gens-là, parce que, nos moyens et nos subventions au Québec sont quand même très réduites. On connaît la réalité des subventions au niveau culturel au Québec, qui fait l'envie de plusieurs personnes en Amérique du Nord, mais qui est un peu honteuse à comparer à celle de l'Europe. Et donc, même si tu fais beaucoup de travail en Europe et dans plusieurs pays du monde, c'est important pour toi de retourner régulièrement au Québec et même dans la ville de Québec où tu es né, où tu as tes racines. C'est important pour toi de travailler là-bas. Oui, je pense que c'est important. Évidemment, il y a un cheminement personnel dans tout ça, c'est-à-dire que bon, Québec, c'est ma ville, c'est là que j'habite, pour toutes sortes de raisons sentimentales, familiales, comme tu dis, mes racines, tout ça. Bon, oui, ça, c'est très important. Mais il n'y a pas que ça. En Amérique du Nord, je ne sais pas comment c'est en Europe vraiment, mais je peux vous dire qu'en Amérique du Nord, on confond beaucoup le marché et l'atelier. C'est-à-dire qu'il y a l'endroit où on vend nos choses, et il y a les villes où on vend nos spectacles, et il y a les villes où on les fabrique. Il y a des exemples en Europe, il y a de petites villes qui sont de grands lieux de création pour de grands créateurs. Chez nous, on n'a pas ça. On a la mentalité qu'il faut tout polariser dans les grands centres. Alors, Montréal est une ville extraordinaire, une ville que j'adore, mais je n'aime pas y habiter parce que c'est un grand marché. C'est un endroit où, présentement, c'est une plaque tournante très importante sur le plan culturel en Amérique du Nord, sauf que ça demeure quand même un marché. C'est une ville difficile. C'est difficile de se concentrer sur son travail. Québec a un petit peu le gabarit d'un incubateur. Ça ressemble un peu à, pour vous dire, un peu la dimension d'Édimbourg, d'une ville comme Édimbourg, ou d'une ville comme Strasbourg, ou une ville comme Wuppertal, ou en tout cas, je pourrais vous en nommer quelques-unes, mais ce n'est pas une ville qui a un très, très gros gabarit, mais qui a le gabarit d'un incubateur. C'est-à-dire, c'est vraiment un lieu où les choses peuvent se développer à leur propre rythme, où les créateurs ne sont pas pris par tout le cirque médiatique, qui ne sont pas sollicités par toutes les sollicitations possibles d'une grande ville comme Montréal ou New York ou Paris. Hier, sur ce plateau, Alvis Hermanis disait que pour lui, la dimension idéale d'une ville pour travailler comme homme de théâtre, ce serait 500 000 habitants. Et il dit que la capitale de son pays, la Lettonie, Riga, a 800 000 habitants. Il a dit c'est un peu Alors trop. c'est trop grand. Mais Québec et la région, c'est exactement 500 000 habitants. C'est parfait. Donc, il faudrait lui dire de déménager à Québec. De déménager à Québec. Non, mais honnêtement, moi je crois, et c'est pas... comment je pourrais dire? Il y a une chose très importante. Il faut parler de ce qu'on connaît. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses de beaucoup de gens dans ma vie, mais de Michel Tremblay, j'ai appris que si tu veux être universel, si tu veux que ton travail soit perçu, si tu veux que ton travail touche les autres, il faut que tu parles d'une réalité très, très locale, une chose qui t'est très, très proche. Et moi, je trouve que ça serait
me couper vraiment pas seulement de mes racines, mais de mes ressources sensibles. Si j'allais m'installer à Londres ou j'allais m'installer à Tokyo. Tu as failli le faire à un moment donné. J'ai failli le faire à un moment donné, bon, parce que j'étais à une époque un petit peu plus, un peu plus errant. J'étais à une époque où je me cherchais peut-être un petit peu plus. Mais, et je me suis rendu compte qu'il faut vraiment se brancher sur où on est. Et j'utilise toujours, moi, la métaphore d'un arbre. C'est parce qu'en Occident, un arbre, c'est un tronc avec des branches et puis des feuilles. Mais quand on travaille dans le monde oriental, en fait, le signe chinois ou japonais, en fait, le kanji, qui veut dire arbre, on accorde autant d'importance aux racines qu'aux branches. Donc, ça veut dire qu'un artiste, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui ne fait pas juste grandir par le haut. C'est quelqu'un qui approfondit ses racines. Et c'est difficile, je pense, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec les avancements technologiques, avec la conception que les nouveaux marchés ont de la culture et comment nos instances gouvernementales voient la culture et voient l'utilité de la culture dans nos sociétés. C'est très, très, très difficile de se brancher sur qui on est, d'où on vient. Et c'est très, très important parce que c'est la seule façon d'aller par le haut, c'est de continuer à creuser par le bas. Oui. Et tu as déjà dit qu'un jour, tu t'es rendu compte que ta carte d'assurance maladie du Québec n'était plus valide. Oui, c'est ça. Ça t'a fait paniquer. Bien, ça m'a fait paniquer un petit peu parce que mon travail, bien qu'il prend ses racines à Québec, bien que j'y passe beaucoup de temps à Québec, il y a cette loi au Canada, je sais pas comment c'est en Europe, mais au Canada, quand on passe 6 mois et 1 an, on perd tous ces avantages sociaux. 6 mois et 1 jour. Un jour, oui. 6 mois et 1 jour. À l'extérieur Du pays, on n'est plus résident canadien. On a beau avoir une résidence, on a beau être citoyen, on n'est plus considéré comme résident canadien. Alors moi, ça m'est arrivé 3 ou 4 fois dans ma vie. Heureusement, j'ai ma sœur qui est aussi ma gérante et mon assistante et celle qui s'occupe de toutes mes choses, qui a réussi à quelques reprises à justifier tous mes voyages en Australie et en Asie et qui a trouvé 8 ou 9 jours, en fait, qu'il y a des changements de date pour justifier que je n'ai pas à perdre ma résidence. Mais c'est une chose assez difficile parce qu'on est à l'heure des échanges, on est à l'heure d'un nouvel ordre mondial, on est à l'heure des métissages culturels. Le Québec, comme le reste du Canada, j'imagine, a soif de communiquer et pas seulement de se faire voir à l'étranger, mais de renvoyer l'ascenseur. Donc, et c'est très difficile au Canada parce que quand on veut faire ça, quand on veut en faire un métier, les lois ne nous le permettent pas nécessairement. Le 21 mars, on a publié de toi une lettre dans les journaux au Québec pour les élections du 26 mars, dans laquelle tu prenais position une fois de plus pour la souveraineté du Québec. Donc cet engagement, c'est quand même un peu étonnant, sachant que ton théâtre n'est pas particulièrement militant. Non, mon théâtre n'est pas militant. Je dois vous dire que la raison pour laquelle moi, absolument, je ne participe pas au débat politique chez moi. C'est simplement, je me suis rendu compte qu'il y a toute une génération, une nouvelle génération de jeunes qui votent plus, qui ne s'intéressent plus. Puis après un dîner avec mon neveu qui m'annonçait qu'il n'allait pas voter, et ça faisait depuis l'âge de 18 ans ça faisait 4 fois qu'il avait l'occasion de voter, puis il n'a pas voté. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a dans les nouvelles générations un désintéressement, ou peut-être pas un désintéressement, mais l'impression qu'on ne peut pas changer les choses, qu'un vote, ça ne change rien, tout ça. Alors j'ai senti le besoin de prendre une position, de dire une chose. Ceci dit, je suis un drôle de souverainiste. Je suis un souverainiste d'occasion un peu. Pas que je ne crois pas ou que je crois de façon telle à la souveraineté, c'est que la notion de la souveraineté chez nous, ça ne veut pas dire la même chose. C'est-à-dire que ça veut dire la même chose qu'ici en Europe. C'est juste que l'idée de la fédération, en Europe, les gens essaient de travailler sur cette idée de la fédération européenne. Vous avez une fédération qui a peut-être des problèmes parfois, mais qui est un bon exemple de ce que c'est une fédération. Chez nous, la fédération, elle est un peu imposée, elle est forcée, elle a été forcée par l'histoire, tout ça. Donc, on sent en Europe une souveraineté quand même des différentes cultures, une souveraineté des différents territoires, malgré cette volonté de vouloir abolir les frontières et tout ça. Au Québec, on est vraiment isolé. On est vraiment dans un petit carcan. On est un petit village de Gaulois situé dans une mer d'anglophones. Alors,
je n'ai pas l'impression d'être un séparatiste, mais d'être un souverainiste, oui, avec la notion ou avec l'interprétation européenne qu'on fait de l'idée de la souveraineté. Et cette idée des frontières, ça t'a toujours intéressé. Alors là, on retourne au théâtre, la géographie, on en a souvent parlé. Très jeune, tu t'es intéressé aux pays étrangers. Tu voulais d'ailleurs devenir géographe. Oui, ben, géographe ou en fait, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça mange un géographe, mais ou soit professeur de géographie, soit cartographe, soit géologue. Ben, je me suis intéressé à la géopolitique et tout ça. Bon, évidemment, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment depuis l'âge de 4 ou 5 ans. Mes premiers exposés à l'école, c'était sur la géographie ou sur des pays que je n'avais jamais visités, des choses comme ça. Ça a toujours été une passion. Et un jour, bon, j'ai bifurqué vers les arts, comme on faisait dans les années 70. Tout le monde faisait ça au Québec. Et bon, puis j'ai choisi le théâtre parce que de tous les arts, c'était la forme d'expression artistique où je pouvais me cacher derrière le groupe, où j'avais pas, parce que je suis une personne très timide. Et donc, j'ai bifurqué vers ça, mais curieusement, la géographie m'a rattrapé. Elle m'a rattrapé dans mon travail, elle m'a rattrapé et dans les thèmes, et dans soit le thème du voyage, ou les échanges culturels, ou la géopolitique ou la géologie, ou soit dans l'idée de la tournée, parce qu'évidemment, la façon de survivre ou de faire vivre un spectacle plus que 25 fois, comme c'est le cas pour la plupart des spectacles au Québec, c'est de voyager, c'est de tourner, c'est d'aller ailleurs. On peut se vanter à Ex Machina d'avoir fait des spectacles qui ont joué 500, 600 représentations. Donc, c'est énorme parce qu'au Québec, c'est 25 représentations. Si c'est un hit, c'est 30 représentations. Donc, un peu comme le reste de ce qui se passe en Amérique du Nord ou chez nous, on est à l'ère du jetable. Et une pièce de théâtre, un spectacle de théâtre, une création est une chose aussi jetable après 25 représentations qu'un briquet ou qu'un sac à ordures. Donc, alors, nous, on peut quand même se vanter de faire des spectacles qui, non seulement jouent beaucoup, tournent beaucoup, s'échelonnent sur plusieurs années, mais qui se développent aussi. C'est-à-dire, notre écriture est une écriture qui commence le jour de la première. Ce n'est pas une écriture qui commence uniquement le jour de la première journée d'improvisation. C'est une écriture qui vraiment... pour plusieurs, c'est une guillotine le soir de la première. Tout s'arrête le soir de la première. Nous, c'est là que ça commence. Alors, je crois que cette volonté de voyager, d'échanger, et aussi à la manière d'Ulysse, parce je trouve ça un peu à propos, on est en Grèce, à la manière d'Ulysse, d'essayer d'aller se trouver en voyageant, nous, ça a eu pour avantage de faire grandir et maturer les spectacles. Oui. Ça stresse pas un petit peu les comédiens, des fois, d'être obligés de changer à la dernière minute Oui, mais c'est très sportif. Il y a une chose sportive qui est disparue du théâtre. Moi, je trouve que, bon, c'est peut-être, quand je parle en anglais, ça se dit mieux qu'en français, mais je dis toujours, sur la scène aujourd'hui, too many actors, not enough players. Il y a trop d'acteurs sur scène, il n'y a pas assez de joueurs, il n'y a pas assez de players dans le sens de Shakespeare. On joue, oui, c'est acté, c'est interprété, mais c'est joué aussi, l'idée du jeu. Et cette chose-là, on dirait qu'elle a été évacuée. Pourtant, elle n'a pas été évacuée du vocabulaire théâtral, que ce soit dans des langues germaniques ou des langues latines. L'idée du jeu disparaît de plus en plus de la scène. Et moi, je trouve que quand on invite des gens à jouer avec nous, il faut pas juste qu'ils actent, il faut qu'ils jouent. Qu'ils prennent du plaisir. Ça veut dire qu'ils prennent des chances, qu'ils prennent des risques. Ouais. C'est extrêmement sportif, le théâtre. C'est intéressant si c'est sportif. En dehors de ça, moi, ça m'intéresse peu. Alors, l'idée de ces travaux en cours, de ces works in progress qui font ta marque, ça oblige les spectateurs, ou en tout cas, ça les pousse à revenir voir plusieurs versions d'un même spectacle. Et ça crée une relation étrange avec la critique, parce que souvent, il y a des chroniqueurs de théâtre ou des critiques qui aiment régler les choses. C'est-à-dire qu'on vient voir un spectacle et on aime dire, bon, voici le problème de spectacle, ou voici où j'ai aimé ça pour ça, ça. On aime enrober les choses. On aime que les choses soient claires et soient bien. Et nous, notre relation avec la critique, elle est étrange parce que c'est arrivé souvent que le même spectacle qui a été démoli par un critique
un an plus tard, dans une nouvelle version peaufinée, va l'encenser et va dire « Ah bon, j'avais pas vu ça la première fois, tout ça. » Donc, notre relation, nous, on essaie de créer une espèce de dialogue avec la critique. Et je ne pense pas que la critique elle ait l'habitude, autant que les acteurs ont l'habitude aussi. Oui, mais il faut dire que les critiques ont du mal à te suivre aussi. Parce que moi, j'ai vu, par exemple, le Polygraphe à Québec, dans le sous-sol de l'Implant Théâtre, donc il y a 20 ans. Et puis, c'était extraordinaire. Ça durait à peu près 1h30. Je l'ai revu l'année suivante à Montréal, au Théâtre de Quat'Sous. Alors là, ça avait pris... Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait 1 heure de plus. Et puis, tout ce qui avait été ajouté me semblait beaucoup plus lourd. Mais après ça, vous êtes allé à Londres et vous êtes allé à Madrid. Et là, vous avez récolté des prix. Alors, ça a dû encore évoluer. Oui, effectivement. Mais... c'est ça. C'est-à-dire que il ne faut pas... moi, j'ai appris avec le temps à ne pas me fier nécessairement aux premières impressions d'un spectacle. Ce qu'on fait est extrêmement brut au début. Et ça a un charme, ça. Bon, ensuite, on essaie de sculpter un peu, on enlève des morceaux, on fait de mauvais choix, on fait de mauvais montages, on fait de mauvaises éditions. Bon, on fait des erreurs et c'est normal, on se perd. Mais il y a un moment où les choses vont rejaillir d'elles-mêmes. Quand on écrit en collectif, il y a une chose très organique qui se passe si on se donne la peine et si on se donne le temps. Il y a une chose très organique qui se passe et à un moment donné, la simplicité apparaît dans tout son charme. Dans toute donc, mais ça, on ne peut pas commencer là. On ne peut pas commencer simple. Moi, je trouve ça extraordinaire. À chaque fois que je commence une création avec plein de collaborateurs, la première chose qu'on dit toujours, bien, ça serait bien si on faisait ça simple cette fois-ci. Tu sais, une table, une chaise, l'acteur, un projecteur. Oui, mais ça ne va pas se passer comme ça. Il faut faire ça le plus compliqué possible. Il faut créer un chaos incroyable. Et le spectacle, lentement, va nous apparaître. Et la simplicité va nous apparaître. La simplicité, c'est un point d'aboutissement, ce n'est pas un point de départ. Et moi, ça me fait toujours sourire parce qu'on ne peut jamais commencer simple. Enfin, s'il y en a qui sont capables, tant mieux. Mais moi, je vous jure, il faut toujours commencer compliqué, inutile. Il faut essayer toutes les options. Et à un moment donné, les choses s'imposent de soi et la simplicité apparaît à la fin. En même temps, il y a dans ton parcours une alternance de spectacles qui sont très gros, des créations collectives, des spectacles très lourds, et puis des solos. Oui. Et c'est important pour toi d'avoir ces deux approches. D'abord, ça te permet de jouer, parce qu'autrement, tu ne pourrais pas jouer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais aussi, c'est parce qu'il y a une chose aussi, c'est que moi, je crois encore, je crois à la création collective, qui est une vieille expression des années 70 qu'on s'est empressé d'enterrer, puis qu'on a dit que c'était babacool, mais je crois encore, moi, à l'utopie de la création collective, à l'utopie de la collectivité et de l'écriture en collectif. Ça, j'y crois. Sauf que l'écriture collective, elle vient avec des écueils. Il y a des problèmes dans l'écriture collective. Les individus s'expriment pas toujours à 100%. Il faut faire des compromis souvent. On n'a pas dit tout ce qu'on avait à dire en tant qu'individu. Il y a des idées qui sont perdues. Il y a des frustrations chez les collaborateurs. Alors moi, le spectacle solo, il me permet de pallier. Il me permet de dire des choses que j'ai pas pu dire ou que je n'ai pas pu développer, ou dans certaines occasions, je n'ai pas eu l'impression d'être compris à 100%. Donc, je pense qu'il faut trouver un bon équilibre. Comme tu dis, ça me permet de jouer aussi, parce que c'est vrai que si je jouais dans les spectacles collectifs encore aujourd'hui, les spectacles ne pourraient pas tourner parce que je fais 15 000 projets. Donc, les spectacles ne pourraient pas tourner. Donc, la seule façon pour moi de jouer, c'est de faire des spectacles solo. Bon, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai, parce que mon prochain spectacle solo est devenu un spectacle à 2, finalement. Et il y a des chances que ça soit à 3. Là. On est en train de développer ça. Ça va s'appeler Le Dragon Bleu, avec Marie Michaud. C'est comme une suite à la trilogie des dragons. Et ça devait être un spectacle solo. C'est devenu un spectacle à 2. Puis bon, là, c'est en train de devenir un spectacle à 3. Bon, ceci dit... Marie Michaud, qu'on a invité ici, mais qui joue ce soir. Qui joue ce soir, oui. À Terrebonne, à Montréal. Ouais. Mais ceci dit, et c'est important, je pense, quand on veut faire de la mise en scène, quand on veut diriger, de savoir c'est quoi jouer. Chez nous, Brassard, c'est une chose qui défendait beaucoup, cette idée de, après un moment, à force de diriger des acteurs, il faut savoir comment, c'est quoi l'alchimie d'un acteur, qu'est-ce qui se passe sur scène. Il faut absolument se mettre dans ce point de vue-là. Et c'est une chose qui a été perdue parce que beaucoup de... Il y a eu une époque où les metteurs en scène étaient les auteurs, étaient les acteurs. Il y avait
je pense, une compréhension de ce qu'est l'alchimie de tout ça, qu'on a perdu. On est rendu dans un système très hiérarchique aujourd'hui, qui est metteur en scène, qui est auteur, qui est acteur. Tu fais souvent appel à des spécialistes de différentes disciplines, ingénieurs, compositeurs, enfin des gens habiles avec la technologie. Est-ce que c'est la même chose pour les spectacles collectifs et pour les solos? Oui, absolument. J'essaie de m'entourer ou d'entourer l'équipe, si on veut, de ressources, donc de gens qui savent de quoi on parle, nous qui ne savons jamais de quoi on parle au début. Et ça, je vous jure, on commence, on dit, bon, comme là, le lip-sync, c'est un spectacle sur la voix. Bon, c'est un bien grand thème, et on se rend compte qu'on ne connaît pas ça, on se rend compte qu'on confond le thème du langage, le thème de la parole et le thème de la voix, que pour nous, on a tout mélangé ça. Maintenant, on se rend compte que non, c'est trois choses différentes. Donc, il faut faire venir des spécialistes, il faut faire venir des gens qui connaissent ça, mais il faut aussi s'intéresser à d'autres disciplines. Il faut, si on veut que le théâtre reste vivant, le théâtre, c'est vraiment un artisanat, donc il faut absolument avoir dans notre giron des gens de d'autres disciplines. Et c'est une des raisons pourquoi moi j'adore l'opéra, et je trouve que le théâtre devrait ressembler beaucoup plus à l'opéra, parce que c'est vraiment, comme dirait Frank Lloyd Wright, « the great mother art ». C'est vraiment c'est l'art total, dans le sens que toutes les autres formes d'art sont au rendez-vous. C'est un carrefour pour la littérature, l'interprétation, l'architecture, la musique, la danse, enfin bon, et j'en passe, et bon, j'espère les nouvelles formes d'expression, les nouvelles formes artistiques. Donc, moi, ça m'intéresse, être dans le trafic, et j'aime que les spectacles soient la rencontre de gens qui viennent d'avenues complètement différentes et qui essaient de trouver des façons ou des vocabulaires nouveaux pour dire de nouvelles histoires, ou de dire les mêmes vieilles histoires, mais au moins de nous les raconter avec un vocabulaire nouveau. Dire des histoires comme un conteur. Oui. Et ce matin, Ludovic Fouquet, justement, parlait ici du conteur et de l'écran. Oui. Alors, quelle part je l'ai entendu d'ailleurs, j'ai tout entendu ce que vous avez dit ce matin. J'étais derrière le rideau ici, je préparais la représentation de cet après-midi, donc au cas où les gens pensent que ça ne m'intéressait pas, c'est qu'on était occupé à autre chose.